Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la présente capsule, je vais examiner avec vous, pour vous, les différentes critiques qui sont adressées à l'utilitarisme, à la perspective utilitariste en éthique. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est que la perspective utilitariste en éthique? C'est une perspective conséquentialiste où l'objectif, c'est de maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre en se donnant certains critères pour éviter la simple exploitation d'une minorité. Par exemple, on va accorder beaucoup d'intensité au sentiment de liberté. Donc, c'est une perspective conséquentialiste qui a pour objectif de maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre avec certains critères. Et ensuite, au cas par cas, il s'agit de faire l'évaluation des différentes options face à un problème éthique pour prendre l'option où on a le maximum de conséquences qui viennent maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre en termes d'intensité, d'étendue d'individus qui ont la capacité de ressentir ou à ressentir, toucher et la durée temporelle aussi, etc. Donc ça, c'est la perspective utilitariste. Il y a différentes critiques et parmi les critiques, certaines sont peut-être plus... qui tiennent peut-être plus à un type de sensibilité. Par exemple, une personne qui a une sensibilité plus fine pour des approches déontologiques va pouvoir avoir certaines réserves sur les approches conséquentialistes. Donc, j'ai regardé, mais ça dépend peut-être plus des sensibilités de chacune. Mais il y a aussi d'autres critiques qui vont vraiment toucher au fondement même de l'utilitarisme. Et dans les fondements même de l'utilitarisme, il y a le présupposé qu'il n'y a pas de statut particulier à l'être humain par rapport aux animaux, qui ont aussi des capacités à ressentir. Et donc, il n'y a pas de dignité humaine ou qu'il n'y a pas d'exception humaine. L'être humain ne se distingue des autres animaux que par le niveau de plaisir qui peut être atteint, les différents types de plaisir. Et dans ce présupposé-là, qui pour les utilitaristes est un présupposé qui vise à mettre de côté les croyances, les convictions, etc. Donc, il y a pour objectif apparent d'avoir une perspective plus neutre par rapport aux différentes options sur les conceptions d'une vie bonne, entière, ou sur les croyances. Ce présupposé-là, qui se veut neutre, en réalité, il n'est pas neutre et il a des conséquences importantes qu'on va examiner. Et une des conséquences, c'est que s'il n'y a pas de statut particulier à l'être humain, il n'y a pas de droit à la vie pour les utilitaristes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vouloir exterminer des individus pour le bénéfice d'autres personnes. Ça serait l'équivalent de l'esclavage qui est rejeté par les utilitaristes. Donc, il ne faut pas y aller avec des extravagances là, ou des caricatures de leur position, mais il reste tout de même que leurs critères impliquent qu'il puisse y avoir des sacrifices, y compris certains sacrifices qui peuvent nous sembler, au moins intuitivement, inadmissibles. Et de vouloir donner des droits qui préservent la vie humaine, donner des droits, les assurer légalement en société, bien, pose aussi une question, c'est que si l'utilitarisme doit fonder ce qui est juste ou injuste, bien ou mal, bien, comment est-ce qu'on s'y prend pour préserver des droits à la vie, à la dignité, si c'est parfois contre les calculs utilitaristes, alors que l'utilitarisme prétend essayer de fonder la justice. Donc, vous voyez, ça, c'est l'éventail des critiques. Certaines critiques vont tenir à la sensibilité, donc vont aller chercher les fondements. Là, c'est juste une mention comme ça, c'est très général, très abstrait. J'ai regardé ces différentes critiques-là plus en détail avec vous pour qu'on voit bien concrètement de quoi il en retourne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder en partant des critiques les plus légères, disons ça comme ça, pour aller graduellement vers les plus profondes et les critiques les plus fondamentales. Donc, je commence avec le plus léger, même si ça reste des critiques qui ont de l'importance, en avançant graduellement vers les critiques les plus fondamentales parmi celles adressées à l'utilitarisme ou aux perspectives utilitaristes. Donc,
Le premier type de critique adressée à l'utilitarisme dépend grandement du type de sensibilité qu'on a. Et on va être plus ou moins interpellé par ce type de critique-là selon qu'on a une sensibilité plus déontologique ou une sensibilité plus conséquentialiste. Si on a une sensibilité plus conséquentialiste, on ne sera pas trop touché par ce premier type de critique-là parce qu'on va plutôt pencher du côté des utilitaristes. Mais si on a une sensibilité plus près des approches déontologiques, là, on va probablement être plus sensible à cette critique-là. Cette première critique-là, ou premier type de critique, c'est qu'on va reprocher parfois à l'utilitarisme d'avoir une certaine forme de méritocratie. C'est-à-dire que l'utilitarisme va favoriser les individus, au final, selon leur mérite, à favoriser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc, c'est pas c'est pas un élitisme au sens habituel du terme. C'est pas les gens les plus fortunés, c'est pas l'élite intellectuelle, l'élite économique, l'élite sociale, etc., qui va être favorisée parce que faisant partie d'une élite, mais il va y avoir quand même certaines faveurs qui vont se trouver à être accordées aux gens en fonction non pas d'un statut d'élite au sens social du terme, mais en fonction d'un certain mérite à contribuer ou pas à l'objectif qui est le plus grand bonheur du plus grand nombre. Comment est-ce que ça se traduit? Bien, je vais y aller avec un exemple, on va le voir beaucoup plus clairement. Supposons qu'on est en contexte de je sais pas moi, de pandémie, supposons qu'on a à faire un tri aux urgences dans un hôpital et on a la place aux soins intensifs pour accueillir seulement qu'un nombre limité d'individus. Supposons qu'on arrive, pas besoin d'entrer dans des détails pour l'exercice de pensée, imaginons qu'on arrive dans une situation où on a les ressources pour sauver ou traiter, soigner seulement une nouvelle personne. On peut admettre seulement qu'un nouveau cas, qu'un nouveau patient, et supposons qu'il en arrive 3 en même temps. Donc, sur les 3, on va pouvoir admettre aux soins intensifs une de ces 3 personnes-là et les 2 autres, puisqu'on ne pourra pas leur prodiguer les soins nécessaires, bien, elles vont fort probablement décéder. Donc là, on aurait à choisir entre des vies. Comment va procéder un utilitariste? Au départ, on va dire chacun compte pour un et pour un seul. Donc les 3 sont au même niveau. Leur classe sociale, leur richesse, leur éducation, tout ça n'a pas d'impact. Chacun compte pour un et pour un seul. Donc jusque-là, on pourrait dire on ne voit pas où est la forme de méritocratie ou de favoritisme en fonction du bonheur du plus grand nombre. Effectivement, jusque-là, il n'y en a pas. Ensuite, il s'agit de voir, bon bien, pour l'exercice, on va se trouver à sauver une personne, donc les 2 autres vont mourir. Donc, le choix, peu importe laquelle des 3 personnes est choisie, bien, il y a une conséquence qui est la même, c'est qu'il va y avoir une personne qui va survivre et 2 morts. Donc, peu importe qui on choisit, il va y avoir tout de même 2 morts. Donc ça, peu importe où se porte notre regard, la conséquence dramatique de la mort de 2 individus va être invariable, peu importe qui est choisi. Mais supposons que dans ces 3 personnes-là, supposons qu'on a un des individus qui est un médecin de 40 ans, marié mais divorcé, et en mauvais termes avec son épouse et ses enfants. Un utilitariste doit faire l'évaluation de toutes les conséquences. S'il sauve et s'il ne sauve pas cet individu-là, en le sauvant, bien, c'est un individu qui est peut-être pas du tout plaisant à vivre, peut-être que c'est ce qui explique son divorce, peut-être qu'il a des mauvaises relations avec ses enfants, donc même si on ne le sauve pas, ses enfants ne seront pas nécessairement attristés.
Par contre, qu'est-ce qui joue en sa faveur de façon très tranchée? Supposons que ce médecin-là a 40 ans. Si on le sauve jusqu'à sa retraite, donc de ses 40 ans jusqu'à l'âge de sa retraite, peut-être 60 ans, peut-être 65 ans, pendant toutes ces années-là, il va soigner d'autres individus. Donc, dans le calcul des conséquences, on doit calculer qu'il est hautement probable qu'en lui sauvant la vie, il n'arrête pas comme ça de travailler, qu'il va continuer à exercer la médecine et il est donc hautement probable qu'il va traiter un grand nombre d'individus année après année pendant X années, qu'on peut compter en décennies, avant le jour de sa retraite. Donc là, même si l'individu n'a pas de statut particulier en tant que médecin, dans l'évaluation des conséquences, étant donné que lui sauver la vie a des conséquences positives sur plusieurs individus dont les vies vont être améliorées par le traitement qu'ils vont pouvoir recevoir de ce médecin-là si on le maintient en vie, par rapport à si on ne le maintient pas en vie, bien là, ça va l'avantager. Supposons que dans les 3 personnes, donc on doit choisir, supposons qu'une autre des personnes, c'est un travailleur dans une usine où il n'y a pas besoin de qualification particulière. Supposons que ça ne prend pas une grande éducation, ça prend pas ça ne nécessite pas de nombreuses années avant d'être formé. Mais lui, même si, supposons qu'il est marié, très bon, qui a, supposons, 3 enfants, supposons qu'il est très bon père de famille, là, ce qui joue en sa faveur, ce qui va compter, c'est que si on le sauve, bien, on maximise le plus grand bonheur du plus grand nombre, incluant son épouse, incluant ses enfants, jusqu'à temps que ses enfants soient plus vieux aussi, qu'ils puissent être plus indépendants. Donc là, sa famille, ses enfants, son épouse vont jouer dans la balance, vont être des impacts positifs si on le maintient en vie. Supposons que c'est quelqu'un de très serviable, bien, ses amis, son entourage aussi, on doit inclure ça dans les conséquences. Par contre, ce qui va jouer contre, c'est le fait que sa fonction sociale, en quelque sorte, est facilement remplaçable. S'il meurt, contrairement au médecin, sa contribution au plus grand bonheur pour le plus grand nombre, au travers de sa profession, de son travail, est facilement remplaçable, alors que ce n'est pas le cas pour le médecin. Et supposons qu'on a une autre personne qui est, supposons, un étudiant, mais là, l'étudiant pourrait être favorisé par rapport aux travailleurs dans l'usine parce qu'il serait plus jeune, donc il y a davantage d'années de vie devant lui. Supposons qu'il a 18 ans puis que le travailleur dans l'usine en avait 30. Bon, bien, il lui reste davantage d'années de vie. Donc là, ça pèserait, ça aurait un poids plus grand dans la balance, même s'il peut être encore célibataire, supposons, parce que éventuellement, il pourra peut-être rencontrer quelqu'un, il pourra peut-être avoir des enfants, même s'il n'y en a pas encore. Donc ça ici, ça vient nuancer dans la balance. Mais au final, si dans les paramètres qu'on met, si au final, aux soins intensifs, on peut admettre qu'une nouvelle personne et qu'il y a ces 3 personnes-là qui arrivent, bien, je pense que vous devinez qu'un utilitariste opterait pour prodiguer les soins au médecin parce que en étant soigné, en étant traité, il va en retour prodiguer des soins à une multitude d'individus jusqu'au moment de sa retraite et ça va avoir une plus grande contribution au bonheur du plus grand nombre que le travailleur dans l'usine qui est plus facilement remplaçable et même que l'étudiant qui, on ne sait pas encore exactement quel va être son rôle social. Donc ici, c'est là que ça dépend du type de sensibilité qu'on a. Si on a un type de sensibilité plus conséquentialiste, on va se dire, ben, OK, on comprend le raisonnement des utilitaristes. Donc si on a une approche conséquentialiste, on va être plus porté à adopter le même type de raisonnement que les utilitaristes, donc on ne sera pas nécessairement choqué par ça. Mais par contre, si on a une sensibilité plus proche des approches déontologiques, là, on va pouvoir être choqué ou même offusqué par ça, parce qu'on pourrait dire, bien, tout le monde devrait avoir un droit égal à la vie, et on pourrait dire, c'est injuste qu'une personne soit favorisée parce qu'il est médecin. Oui, d'accord, c'est pas son emploi officiel ou son revenu ou son salaire qui lui donne un passe-droit, mais
en bout de ligne, ça revient à peu près à ça parce que le fait qu'ils contribuent davantage à soigner des individus, à maximiser le bonheur du plus grand nombre, fait en sorte qu'il est favorisé. Donc, si on a une approche plus déontologique, on va se dire, bien, les soins de santé devraient être offert à tous de façon égale et sans discrimination, eu égard à notre contribution plus ou moins grande au bonheur collectif de la société. Donc ça, c'est un premier type de critique adressée aux utilitaristes qui consiste à dire, bien, les critères de maximisation du bonheur du plus grand nombre font en sorte que certains individus sont favorisés par rapport à d'autres individus lorsqu'il y a des choix à faire. Évidemment, si on n'est pas dans une situation où on doit offrir des services variables aux individus, là, la question ne se pose pas nécessairement. Mais dès qu'il y a une rareté des ressources, et en société, les ressources sont rarement infinies, bien, dès qu'il y a une rareté des ressources, les utilitaristes vont privilégier l'attribution de ressources aux individus ou aux êtres vivants qui eux-mêmes apportent davantage de contribution au bonheur du plus grand nombre. Donc ça, c'est le premier type de critique, c'est que l'approche utilitariste implique une certaine méritocratie. Donc qui n'est pas, je le répète, qui n'est pas un élitisme en termes de statut social ou de revenus ou de classe sociale, mais qui est quand même un statut particulier en fonction d'un mérite calculé pour les utilitaristes en fonction de la contribution au bonheur du plus grand nombre. Donc ça, c'est le premier type de critique adressée aux utilitaristes, c'est que c'est une approche qui implique une certaine méritocratie. Donc c'est un élément critique que je vous laisse évaluer pour vous, qui va déranger plus ou moins, là. Encore là, ça dépend de nos sensibilités. Si on a une sensibilité conséquentialiste, qu'on est soi-même davantage attiré par les approches utilitaristes, ça ne nous dérangera pas. Mais si, au contraire, on est davantage attiré vers les approches plus déontologiques, là, peut-être que ça va nous heurter de se dire il y en a certains qui sont privilégiés étant donné leur fonction sociale qui contribue ou contribuerait davantage au bonheur du plus grand nombre selon les critères utilitaristes. Un deuxième type de critique qui peut être adressé à l'utilitarisme, c'est la fausse impression d'objectivité que le calcul peut donner. Étant donné qu'il s'agit de faire justement une évaluation des conséquences positives et négatives, donc ça a la forme d'un calcul, étant donné que l'utilitariste procède en faisant ces évaluations-là des conséquences, ça a pour effet de pouvoir donner l'impression que c'est un peu l'équivalent d'un résultat mathématique, donc comme si c'était une fatalité ou comme si c'était une décision objective. Et ça, c'est une critique qui est parfois formulée à l'encontre de l'utilitarisme pour dire ou pour rappeler que malgré l'utilisation d'un calcul dans l'évaluation des conséquences positives et négatives, il reste quand même quelque chose de subjectif là-dedans. Tout d'abord, c'est un choix de valeur, de considérer comme bien seulement ce qui vient maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Quelqu'un, par exemple, qui considère que mentir est en soi quelque chose de mal, de mauvais, ne sera pas d'accord avec les utilitaristes qui vont dire que mentir est correct tant et aussi longtemps que ça n'entrave pas le plus grand bonheur du plus grand nombre, par exemple. Donc, déjà là, il y a quelque chose qui est un choix, qui peut se défendre et qui a certaines justifications. Là. Les utilitaristes ont leur justification, mais la critique ici consiste à dire que ça ne doit pas faire perdre de vue qu'il s'agit de choix de valeur ou de définition de valeur, d'une façon de définir ou de concevoir ce qui est juste ou injuste, bien ou mal, mais que ce n'est pas objectif, même si ça vient en quelque sorte se draper d'un calcul. Donc ça, c'est une critique. On pourrait dire que c'est peut-être plus un rappel, c'est-à-dire que si on est conscient de ça, déjà là,
le problème est moins flagrant. Mais c'est à partir du moment où on n'est pas conscient qu'il y a là des choix subjectifs de valeur dans l'approche utilitariste, c'est lorsqu'on n'en est pas conscient que c'est le plus pervers ou le plus pernicieux. À partir du moment où on en est conscient, ça vient déjà amoindrir cet impact-là. Un autre aspect à ce type de critique-là, qui consiste à dire que l'approche utilitariste peut donner une impression d'objectivité alors que le calcul n'est pas purement objectif, que ça reste subjectif, que ça reste de l'interprétation. Un autre aspect, c'est dans certains dilemmes ou certaines difficultés qu'on peut constater lorsqu'il s'agit de donner un poids relatif à certaines conséquences. Je vais prendre un exemple où on peut le voir assez bien. Par exemple, en éthique de l'environnement, on doit tenir compte des générations futures. Supposons, je schématise beaucoup là, pour faire ressortir le point, supposons qu'on est dans une situation où, à court terme, on pourrait développer une industrie extrêmement polluante, mais extrêmement payante, lucrative, mais qui va causer des dommages pour l'environnement de façon irréversible. Et de l'autre côté, pour préserver l'environnement, ne pas développer tel secteur économique ou tel type d'industrie qui serait très polluante. Bien, ici, le calcul utilitariste nous invite à tenir compte de l'étendue temporelle. Donc, c'est sûr que si on regarde juste à court terme, on va arriver avec des conséquences qui sont plus positives que négatives, vu que ça serait extrêmement payant, supposons. Mais si on prend les conséquences à plus long terme, l'impact négatif sur l'environnement va donner une somme négative ou un impact négatif au final dans les conséquences. Si on va dans le plus long terme et le fait d'être rentable à court terme, ce ne sera pas équivalent dans la balance. Mais toute la difficulté dans un type de problème comme ça que je schématise là, énormément, là, il faudrait ramener 1000 nuances puis rendre ça plus, justement, un peu plus subtil, plus nuancé, là. Mais je schématise volontairement parce qu'on va mieux voir comme ça. Dans un cas comme ça, la durée temporelle considérée dans l'évaluation des conséquences va pouvoir faire changer la balance d'un côté ou de l'autre. Mais remarquez, supposons que on considère juste les 20 prochaines années. Bon, ça pourrait être plus positif de regarder l'économie que l'environnement parce que les détériorations ne seront pas encore vraiment implantées, supposons. Mais si on regarde les 100 prochaines années ou 200 prochaines années, l'impact sur l'environnement là, va être plus durable, ça va être plus pesant, plus lourd que le profit à court terme dans les 10, 15, 20 premières années. Mais le grand défi ici, c'est de voir qu'est-ce qu'on considère comme probable dans le calcul de l'étendue temporelle. Si on dit, on va considérer les conséquences sur une étendue de 100 années. 100 ans, c'est quand même assez rapide d'une certaine façon. On peut se dire 100 ans, c'est long, mais d'un autre point de vue, bien, une personne peut très bien vivre 80 ans. Donc, si le calcul tient compte juste des 100 prochaines années, on pourrait dire, le calcul peut être finalement assez égoïste. On peut capitaliser pour la ou les générations actuelles, mais au détriment des générations futures, réelles. On ne considérera peut-être pas réellement les vraies générations futures. On va juste considérer les individus qui sont là, vivants, avec leurs enfants, puis à la limite peut-être leurs petits-enfants, mais après ça, s'il se passe des effets néfastes sur l'environnement pour passer les petits-enfants, c'est comme si on s'en préoccupait pas parce qu'on se disait on sera plus là de toute façon. Donc ça pourrait rester très égoïste de prendre un laps de temps juste de 100 ans. Mais remarquez qu'à l'inverse, si on dit OK, on fait le calcul, l'évaluation des conséquences sur les 1000 prochaines années. Là, s'il faut vraiment faire un calcul des impacts environnementaux sur 1000 ans, bien finalement, il n'y a plus aucun développement
énergétique et économique qui peut faire le poids sur le nombre de personnes qui vont vivre jusqu'aux 1000 prochaines années. À ce moment-là, on pourrait en venir à une conclusion où il faudrait vraiment ralentir et même presque freiner complètement le développement économique actuel. Mais là, quelqu'un pourrait dire, ben, c'est sacrifier finalement la génération présente et la seconde génération pour le bien-être, le bénéfice des personnes qui vont être là dans 1000 ans. Donc, si la durée temporelle est trop grande, on pourrait se dire, bien, finalement, on sacrifie les gens qui vont vivre dans les 100 prochaines années au nom des gens qui seront là dans 1000 ans. Donc, si le laps de temps est trop éloigné, il peut y avoir une impression de sacrifier finalement les gens qui vivent là, maintenant, présentement. Et il est peu probable que les gens actuels qui sont présentement vivants se sentent mobilisés pour finalement complètement saper leur qualité de vie, qu'il n'y ait plus du tout de développement, par exemple, énergétique, pétrolier, même de ville, de transport, etc. À l'inverse, si on dit on considère juste les 100 prochaines années, bien là, on ne tient pas réellement compte des générations futures tant que ça, parce que 100 ans, comme je mentionnais, c'est pas beaucoup plus que la vie d'une personne. Là, une personne peut très bien se rendre à 100 ans. Est-ce qu'on considère juste cette personne, ben, les personnes qui sont d'un certain âge avec leurs enfants, leurs petits-enfants? Est-ce qu'on tient vraiment compte? Il y a des débats chez les utilitaristes eux-mêmes là-dessus. Les utilitaristes sont tous d'accord pour dire qu'on doit tenir compte des générations futures parce que même si les individus ne sont pas encore nés, il est statistiquement très probable qu'il va y avoir encore des naissances. Donc, il faut en tenir compte. Mais là où il y a débat chez les utilitaristes, c'est quel laps de temps il est raisonnable de considérer. D'un côté, juste considérer les 100 prochaines années, ça semble beaucoup trop peu pour réellement sortir de l'égoïsme d'une génération. Mais d'un autre côté, considérer les 1000 prochaines années, ça semble beaucoup trop et ça implique des sacrifices énormes dans les générations actuelles au nom d'individus qui vont naître dans 1000 ans. Mais qu'est-ce qui serait la bonne mesure? 500 ans? On va au milieu. 400 ans? 300? 600? 700? 150? 850? Etc. Donc là, avec un cas comme l'évaluation des conséquences dans l'étendue temporelle, dans des questions environnementales, on voit très bien que les paramètres du calcul utilitariste ne se déterminent pas de manière purement objective. Il y a quelque chose de subjectif et qui est vraiment pas facile à trancher. Donc ça, c'est deuxième type de critique adressée aux utilitaristes, c'est-à-dire ben, quand on arrive avec un calcul, ou plutôt lorsqu'on arrive avec le résultat d'un calcul, ça peut sembler tout simplement la somme des conséquences, mais c'est pas quelque chose d'objectif. Il faut aller voir derrière ça, quels sont les paramètres considérés, notamment l'étendue temporelle. Comment on l'a fixé? Qu'est-ce qu'on a considéré comme étendue temporelle? Comment est-ce qu'on a justifié de considérer, supposons, 150 ans plutôt que 720 ans ou n'importe quel autre paramètre. Même chose sur des questions qui concernent l'alimentation. Les utilitaristes, là aussi, sont partagés parce que là aussi, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on fait entrer dans le calcul et comment. D'une certaine façon, il y a des utilitaristes qui vont dire, bien, l'alimentation carnivore, le type d'alimentation industrielle est quelque chose de néfaste dans notre rapport aux animaux, mais dans notre rapport à l'environnement aussi. Et ils vont avoir des considérations sur les conséquences qui vont pouvoir justifier. Mais il y a d'autres utilitaristes qui vont dire, bien, ce mode de production-là, plus industriel, c'est peut-être un moindre mal parce qu'à court terme, on ne pourrait pas nourrir la population
entière de toute la planète si on devait changer radicalement notre mode d'alimentation dans les 3 prochaines années. Donc là aussi, comment est-ce qu'on considère, dans le fond, le rapport à l'environnement, dans quel laps de temps, comment est-ce qu'on considère le rapport aux animaux, comment est-ce qu'on considère, par exemple, la production laitière. Certains utilitaristes vont dire que c'est l'équivalent de l'esclavage. On prive les vaches, qui sont des êtres vivants, de leur liberté. Et comme la liberté, c'est quelque chose de très intense pour les utilitaristes, il y en a qui vont dire, prendre du lait, c'est l'équivalent de s'approprier un produit qui serait le fruit de l'esclavage. Alors qu'il y a d'autres utilitaristes qui, eux aussi, vont avoir donc l'approche conséquentialiste, utilitariste, mais qui vont dire, non, c'est acceptable la production laitière parce que c'est pas simplement l'équivalent de l'esclavage. S'il n'y avait pas la production laitière, l'espèce vache laitière, cette espèce-là disparaîtrait parce que les vaches ne peuvent pas survivre dans l'environnement. Donc, certains utilitaristes vont dire c'est acceptable parce que ça fait en sorte qu'il y a plus d'êtres vivants ayant la capacité de ressentir de type vache laitière qui peuvent vivre dans la mesure où on en fait l'élevage et on n'en fera pas l'élevage simplement comme ça, sans tirer une production, on en fait l'élevage parce qu'on va chercher le lait. Donc, il y a certains utilitaristes qui vont dire c'est acceptable. Mais il y a d'autres utilitaristes aussi qui vont dire non, ce type de raisonnement-là ne tient pas parce qu'on n'irait pas dire on va mettre au monde des femmes pour exploiter ou les mettre enceintes ensuite, puis exploiter, tirer le lait, puis dire, elles ne seraient pas vivantes si on n'avait pas fait une usine pour... Certains utilitaristes vont dire, on ne tiendrait jamais ce type de discours-là avec des êtres humains. Et comme pour les utilitaristes, il n'y a pas de différence essentielle entre l'être humain et n'importe quel autre animal, hormis les plaisirs de type supérieur sur le plan intellectuel ou cognitif, mais pour le reste, c'est la même chose. Il n'y a pas de dignité particulière aux êtres humains. Il y a d'autres utilitaristes qui vont dire, si ça ne serait pas quelque chose d'acceptable pour les êtres humains, ça ne peut pas être acceptable pour les vaches non plus, ou pour la production laitière aussi. Mais là, voyez-vous, il y a des utilitaristes qui sont d'accord avec les critères, les mêmes critères, mais que dans leur application, ils n'en viennent pas du tout aux mêmes conclusions parce qu'ils n'ont pas les mêmes paramètres. Donc, tous ces exemples-là que je passe très rapidement, ça vient illustrer le deuxième type de critique adressée aux utilitaristes qui consiste à dire, votre approche, même si ça a l'apparat de calcul et d'évaluation des conséquences, c'est pas quelque chose d'objectif. Il y a quelque chose de subjectif dans la façon de considérer les paramètres de ce qu'on va faire entrer ou pas dans le calcul utilitariste. Donc ça, c'est le deuxième type de critique adressée aux utilitaristes. Troisième type de critique maintenant adressée à la perspective utilitariste. Là, c'est vraiment la critique ou le type de critique qui va vraiment chercher les fondements de la perspective utilitariste et c'est un type de critique qui consiste à remettre en question, dans le fond, les critères de la sensibilité, la capacité à ressentir et donc à chercher le bonheur et éviter la souffrance. Le fait de prendre ça, la capacité à ressentir, comme critère pour juger de ce qui est bien ou mal, de ce qui est juste ou injuste. Bien, le troisième type de critique va remettre en question ce fondement-là, de dire on utilise la capacité à ressentir en recherchant la maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre comme source ou fondement ou origine de la moralité. Certains vont dire c'est un point de départ, un fondement qui est carrément erroné. Et notamment parce qu'il implique de reconnaître aucun statut particulier à l'être humain et aucune valeur morale en soi autre que la simple contribution ou non au bonheur du plus grand nombre.
Pour mieux voir ce type de critique-là, je pense que c'est utile de partir d'implications concrètes. Ça va permettre de mieux le voir, sinon ça fait un peu théorique ou on peut se dire, bon, OK, c'est un débat philosophique, mais qu'est-ce que ça change concrètement? Donc, j'y vais en partant de cas concrets et en partant, en fait, de positions défendues par un bon nombre d'utilitaristes, dont Peter Singer, qui est quelqu'un d'extrêmement connu chez les utilitaristes pour les positions en éthique animale, que j'ai déjà mentionné. Donc, je vais partir de certaines positions défendues par des utilitaristes et on va mieux voir ce qui est visé par cette critique-là des fondements. Mais tout de suite, je donne je donne l'indication vers où ça s'en va, c'est qu'il y a des utilitaristes, dont Peter Singer, mais il n'est pas le seul. Il y a des utilitaristes qui défendent certaines formes d'infanticide. Donc, il y a certains utilitaristes qui considèrent que non seulement l'infanticide est acceptable, mais même que ce serait moralement mieux de commettre certains infanticides que de ne pas les commettre. Donc, tout de suite, je pense qu'on voit en quoi ça peut heurter des intuitions morales ou des convictions morales, mais en même temps, je vous donne le panorama tout de suite, en même temps, il faut reconnaître que c'est une position qui est cohérente avec les critères utilitaristes. Donc, j'y vais, je vous présente une des positions qui est défendue. Je vais partir donc des écrits de Peter Singer, mais c'est vrai, je ne veux pas le réduire qu'à sa position à lui. C'est vraiment plus large que ça chez les utilitaristes. Il n'y a pas que lui qui va défendre cette position-là. Mais donc, Peter Singer a été mondialement connu, tout d'abord pour sa défense des droits des animaux. Donc, en 1975, il a publié un livre qui s'appelait « La libération animale », où là, il va remettre en question notre façon de considérer les animaux. Il va dire, bien, si la base, c'est de considérer la capacité à ressentir et ne pas faire souffrir inutilement, bien, exploiter des animaux, par exemple, pour tester les shampoings, comme je vous parlais avant dans l'autre capsule, bien, il va dire c'est inacceptable. J'y reviendrai là-dessus aussi sur la capsule sur l'éthique animale. Va dire, même se nourrir d'animaux est quelque chose en termes d'évaluation des conséquences qui est problématique parce qu'on enlève une vie, c'est très intense. Pourquoi? Pour le plaisir de manger un cadavre de bœuf entre deux tranches de pain sur le barbecue. Donc, Peter Singer et d'autres utilitaristes vont dire que c'est inadmissible dans le calcul, dans le fond, d'une maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre, à partir du moment où on considère pas juste les êtres humains, mais qu'on considère tout être vivant qui a la capacité à ressentir. Donc, à partir du moment où on considère les animaux aussi. Donc, ça, c'est les positions en éthique animale qui étaient défendues par Peter Singer, notamment, pas seulement, mais notamment dans son livre « La libération animale ». Ensuite, il a fait l'objet de très grandes controverses pour d'autres publications. Il y a eu beaucoup de publications, mais d'autres publications qui l'ont mis à l'avant-plan des débats à l'international. C'est des positions qu'il a défendues, entre autres, pas seulement, mais entre autres dans un livre intitulé « Repenser la vie et la mort », publié dans la décennie des années 1990, et d'autres positions très similaires dans un autre livre qui s'appelle « Questions d'éthique pratique », publié dans la décennie des années 2000. Dans ces ouvrages-là, ce que fait Peter Singer, c'est qu'il dit, bon bien, examinons, dans le fond, nos notions de vie et de mort et de rapport à la vie et la mort d'un point de vue éthique à la lumière des critères purement utilitaristes. Et le présupposé de départ de Peter Singer, c'est qu'il se dit
Dans notre rapport avec les animaux auparavant, il pouvait nous sembler acceptable, par exemple, de tuer des animaux pour se nourrir ou de faire souffrir des animaux pour avoir des développements de produits cosmétiques à moindre coût. Mais à partir du moment où on applique les critères utilitaristes, on se rend compte que l'exploitation animale est manifestement inacceptable à partir du moment où on considère pas que l'être humain est en droit d'exploiter les animaux, mais qu'on considère comme base éthique les critères utilitaristes. Remarquez que ça serait à nuancer là, ce type de discours-là, parce que habituellement, si on recule dans le temps, à d'autres époques, il n'y avait pas un rapport nécessairement d'exploitation des animaux. C'est arrivé en même temps avec le développement industriel et c'est comme une perspective moderne pour régler des problèmes modernes, finalement. Mais, fait que ça serait à nuancer, mais l'idée de Peter Singer, c'est de dire à partir du moment où on examine notre rapport avec les animaux à la lumière des critères utilitaristes, il y a certains comportements envers les animaux qui apparaissent clairement inadmissibles, mais qui pouvaient passer sous les radars, en quelque sorte. Donc, son idée, c'est de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de similaire avec nos conceptions qu'on se fait de la vie et de la mort? Donc, c'est le point de départ ou le présupposé de départ de Peter Singer. Donc, dans ces livres-là, Repenser la vie et la mort, et aussi dans Questions d'éthique pratique, donc des publications des décennies de 1990 et des années 2000, début des années 2000 aussi, il va examiner ces questions-là. Donc, entre autres, il va regarder la question de l'avortement, la position de Peter Singer et des utilitaristes de façon générale consiste à dire que l'avortement est admissible dans la mesure où il n'y a pas nécessairement une souffrance occasionnée au fœtus et en même temps, enlever la liberté de choisir à la femme occasionne un grand désagrément. Donc, en termes de calcul utilitariste, à ce moment-là, l'avortement devient admissible. Mais remarquez que le critère des utilitaristes ne consiste pas à dire que le fœtus n'est pas encore un être humain, ce qui est un argument qu'on trouve chez certains défenseurs du droit à l'avortement, mais chez les utilitaristes, leur argument n'est pas celui-là. Chez les utilitaristes, leur argument consiste à dire qu'il n'est pas forcément mal de tuer un être humain. Il est mal de tuer un être humain de façon générale parce que ça vient réduire le bonheur du plus grand nombre à partir du moment où on enlève des vies. Donc, c'est pour ça que c'est généralement mal. Mais c'est pas mal en soi de tuer un être humain. Je ne sais pas si vous voyez ici la nuance. Là, les utilitaristes, même s'ils ont une position similaire à d'autres défenseurs du droit à l'avortement, ont comme argument quelque chose qui est très différent, qui a des implications qui vont aller plus loin aussi. C'est que pour eux, il n'est pas forcément mal de tuer un être humain. Tout est que rapport à la maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Ils vont examiner, Peter Singer et les utilitaristes de la même veine vont aussi examiner, par exemple, questions sur l'euthanasie, l'aide médicale à mourir. Et là, ils en viennent au même type de raisonnement. Ils vont dire, bien, on devrait accepter l'aide médicale à mourir, on devrait accepter l'euthanasie, parce que si une personne choisit librement, bien, ça n'entrave pas le bonheur du plus grand nombre. Au contraire, on accède à sa décision libre, éclairée, si les conditions sont remplies d'une bonne décision réellement libre et éclairée. Et l'interdire, au contraire, on crée un désagrément, on crée une souffrance inutile qu'on pourrait éviter. Donc, ces positions-là sont peut-être pas nécessairement... Bien, ils sont controversés, mais ils sont peut-être pas extrêmement controversés. Bien qu'elles sont controversées. Mais là où vraiment ça a heurté, ça a choqué, que c'est un niveau de controverse vraiment supérieur, c'est que Peter Singer a aussi examiné, et encore là, je ne le réduis pas qu'à sa position, c'est plusieurs utilitaristes et plusieurs même médecins sur des comités d'éthique qui ont des positions utilitaristes vont voir ces positions-là, ce qui est troublant, ont examiné le cas des enfants qui vont naître avec des handicaps mentaux ou physiques sévères. Et là, pour les utilitaristes, dans cette veine-là, ils vont dire
moralement, on devrait tuer les enfants qui naissent avec des handicaps majeurs parce qu'ils n'auront jamais accès à des plaisirs faisant appel à des facultés cognitives, intellectuelles supérieures. Ils vont être limités, mais en contrepartie, ils vont nécessiter beaucoup de ressources en soins de santé et beaucoup de ressources aussi financières. Le temps pour payer les médecins, le personnel soignant, les salles d'opération, le suivi, subvenir à leurs besoins parce qu'ils ne pourront jamais être pleinement autonomes. Et plusieurs utilitaristes dans la veine de Peter Singer vont dire, en fait, des enfants avec des handicaps sévères ont moins de valeur en termes de calcul, de maximisation du plus grand bonheur, du plus grand nombre d'êtres vivants ayant la capacité de ressentir. Ils vont dire ces enfants handicapés-là ont moins de poids au final qu'un singe en parfaite santé. Et ils vont dire que c'est moralement incorrect de leur accorder à ces enfants-là des ressources médicales et financières, les deux vont ensemble, alors qu'on pourrait utiliser ces ressources médicales et financières-là pour prodiguer d'autres soins, y compris des soins à des singes qui devraient passer avant les enfants. Et là, je pense que vous voyez en quoi ça a soulevé des polémiques très, très, très intenses. Et d'ailleurs, il y a des cours en Allemagne où les idées de Peter Singer devaient être présentées qui ont fait l'objet de levées. Je pense qu'on peut deviner un peu pourquoi. Là. En Allemagne, avec le passé eugéniste et le passé nazi, ça a fait des cours qui viennent défendre des idées où on présente comme un choix éthique, moral de tuer des enfants handicapés et comme un choix immoral de les soigner, de les maintenir en vie. Ils ont dit ça. On ne veut pas de ça ici. On a déjà eu Hitler, on a déjà eu notre passé nazi, on le comprend bien. Mais ce qui est vraiment troublant lorsqu'on s'y attarde, c'est que, bon, non seulement il y a Peter Singer et plusieurs utilitaristes qui défendent cette position-là, il y a aussi des médecins sur des comités d'éthique qui défendent ces positions-là, mais ce qui est d'autant plus troublant, c'est que si on examine ça soigneusement, il faut convenir que leur position, elle est finalement tout à fait cohérente avec le calcul utilitariste. C'est-à-dire que aussi choquant que ça apparaît et que c'est aussi heurtant que c'est, il en demeure pas moins que c'est conforme aux résultats du calcul utilitariste. Donc là, c'est pas est-ce que les paramètres, il y a eu de la subjectivité ou c'est pas est-ce que le calcul a été mal appliqué ou mal évalué, ou est-ce qu'il a manqué de sensibilité envers les enfants handicapés? Non, c'est que le calcul utilitariste, effectivement, en vient à accorder beaucoup moins de poids dans un calcul à des êtres vivants qui ont des faibles capacités de ressentir des plaisirs cognitifs supérieurs. Donc, les enfants mentalement handicapés sont radicalement défavorisés par rapport à, par exemple, des singes qui peuvent avoir des facultés cognitives tout de même très près d'un être humain en bonne santé, qui peuvent avoir des facultés très développées. Donc là, c'est l'objet de la critique la plus fondamentale adressée aux utilitaristes ou envers l'approche utilitariste. Ça consiste à dire, bien, finalement, ce type de position-là, qui vient heurter nos intuitions morales, éthiques, c'est révélateur d'un problème qui touche en fait les fondements même de cette perspective-là. À partir du moment où on dit « il n'y a pas de dignité humaine », à partir du moment où on dit « l'être humain n'est qu'un animal comme les autres », et à partir du moment où on dit le seul critère pour évaluer ce qui est bien ou mal, juste ou injuste, c'est la capacité à ressentir, et la seule distinction qu'on va faire entre un insecte
les crustacés, les poissons, les bœufs, les poulets et les êtres humains. La seule différence qu'on va faire, c'est dans le calcul d'intensité des plaisirs et en accordant plus de poids aux plaisirs qui font appel à des facultés cognitives supérieures, à partir du moment où c'est tout ça qui sert, tout ça et en même temps juste ça, qui sert de fondement pour évaluer ce qui est bien ou mal, juste ou injuste. Bien, certains vont dire, il n'est pas étonnant que ça arrive à ce type de conclusion-là où les utilitaristes vont défendre l'infanticide en certaines circonstances, pas n'importe comment, mais vont trouver que les enfants ou les bébés n'ont pas nécessairement un droit à la vie et qu'on peut leur enlever la vie si leur enlever la vie bénéficie davantage à la maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc, ça, c'est je pense, la critique vraiment la plus importante à l'égard de l'utilitarisme, c'est que c'est dans le fondement même de cette perspective-là, pour évaluer ce qui est juste ou injuste, bien ou mal, c'est dans le fondement même où on ne considère que la capacité à ressentir, qu'on en vient à considérer que finalement, tout ça est acceptable, l'infanticide est acceptable, comme l'avortement, comme l'euthanasie, comme etc. Tout ça n'est qu'une question de maximisation, mais il n'y a pas de valeur morale accordée à la vie en elle-même. Pour les utilitaristes, pour les utilitaristes. Donc ça, c'est la critique vraiment la plus fondamentale et la plus profonde qu'on voit bien lorsqu'on regarde les implications concrètes. Les utilitaristes, non seulement vont considérer que l'avortement est acceptable parce qu'il n'y a pas de droit à la vie, qu'il n'est pas forcément mal de tuer des êtres humains, mais ils ne vont pas juste considérer que l'avortement est acceptable, ils vont aussi considérer que l'infanticide, tuer des nouveau-nés ou des jeunes enfants, est acceptable pour les mêmes raisons si ça bénéficie au plus grand bénéfice, au plus grand bonheur, au bénéfice du plus grand nombre, de ne pas les laisser en vie plutôt que de les laisser en vie. Évidemment, si c'est plus bénéfique pour le plus grand bonheur du plus grand nombre de les maintenir en vie, il faut les maintenir en vie pour les utilitaristes, mais voyez-vous, il n'y a pas de respect de la vie humaine en tant que vie humaine. Tout n'est que conditionnel à la maximisation du plus grand bonheur du plus grand nombre. Et le plus grand nombre, ce n'est pas le plus grand nombre de personnes, c'est le plus grand nombre d'êtres vivants ayant la capacité à ressentir. Donc, là aussi, si dans le calcul des ressources, y compris les ressources en soins de santé, les ressources financières, monétaires, il faut calculer que, par exemple, des grands singes ont plus de poids que des jeunes enfants avec des facultés cognitives restreintes, ça change complètement les prises de décision. Certains utilitaristes modérés vont dire, bon, on pourrait, pour éviter ces situations-là, reconnaître certains droits fondamentaux, dont le droit à la vie. Mais cette position-là, elle est elle-même l'objet de critique parce que certains vont dire, bon, mais pourquoi vouloir sauvegarder l'utilitarisme en mettant certains droits, comme le droit à la vie, alors que l'utilitarisme est supposé de venir justifier ce qui est bien ou mal? Il va falloir trouver d'autres fondements pour justifier en quoi il est bien ou qui serait mal de ne pas accorder un droit à la vie, qui est bien d'accorder un droit à la vie. Donc, certains vont dire, ben, pourquoi vouloir préserver le fondement utilitariste s'il est insuffisant, s'il faut trouver un autre fondement pour justifier des droits fondamentaux? Utilisons l'autre fondement et dire, on va donner un droit à la vie pour éviter l'infanticide, par exemple, qui est probablement la position qui heurte davantage là, notre sensibilité morale ou éthique. Bien, certains vont dire, bien, pourquoi est-ce qu'on l'accorderait le droit à la vie pour les enfants handicapés, mais qu'on ne l'accorderait pas, par exemple, pour un fœtus qui va... C'est un vivant aussi, ou pourquoi est-ce qu'on modulerait ça différemment, par exemple, pour l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir. Donc, certains vont dire, ben, il va falloir trouver d'autres critères, de toute façon, de moralité. Donc,
pourquoi vouloir garder l'utilitarisme si l'utilitarisme est insuffisant et a besoin de garde-fous pour éviter certaines aberrations. Et remarquez que certains utilitaristes, comme Peter Singer, beaucoup d'utilitaristes même, vont quand même maintenir leur position sur l'infanticide, entre autres, l'euthanasie, l'avortement, etc. Et certains utilitaristes vont dire, ben, regardez, dans le passé, on n'aurait pas accordé les mêmes droits aux animaux qu'on le fait aujourd'hui, mais en maintenant notre position, ça a changé. Et certains utilitaristes vont dire, ben, ça a été un peu similaire avec l'avortement. C'est plutôt à partir des années à peu près 1980, autour de ça. Ça dépend des pays, mais c'est autour de ça qu'il y a des pays qui ont commencé à légiférer pour rendre l'avortement légal ou plus facilement accessible. Et ils vont dire que c'est la même chose aussi. Pendant longtemps, l'euthanasie était, dans la plupart des sociétés, considérée comme éthiquement inadmissible, alors que là, il y a des pays de plus en plus qui vont accepter l'aide médicale à mourir. Au Québec, c'est autour de 2014. C'est quand même récent. Donc, certains utilitaristes, dans la veine de Peter Singer, vont dire, ben voilà, ça a pris du temps avant qu'on accorde des droits aux animaux. Ça a pris du temps avant qu'on accorde le droit à l'avortement. Ça a pris du temps avant qu'on accorde le droit à l'euthanasie et l'aide médicale à mourir. Et certains utilitaristes, comme Peter Singer, vont dire, ben, c'est la même chose pour l'infanticide. C'est juste que ça va prendre du temps avant qu'on accepte qu'il est correct de tuer des enfants, mais on va en venir à une époque, un jour, où on l'acceptera. Alors que si on va de l'autre côté, certains autres vont dire, non, il faut surtout pas se désensibiliser et en venir à accepter le meurtre d'enfants parce qu'ils sont handicapés mentalement. Certains vont dire que c'est inadmissible de tuer des êtres humains parce qu'ils sont handicapés mentalement. Alors que pour des utilitaristes, ce n'est qu'une question de temps avant de réussir à convaincre les individus que ce serait moral ou éthique de tuer les enfants handicapés mentalement. Donc là, je pense que vous voyez bien, c'est la critique la plus profonde adressée aux utilitaristes, parce que les critères utilitaristes mènent à ça. Et les utilitaristes sont conséquents, en fait. Ils défendent leur position parce qu'ils défendent leurs critères jusqu'au bout. Alors qu'on peut considérer que moralement,